Iceberg Slim, Pimp, Mémoire d'un maquereau. Chapitre 8. Le sourire de Slim. Lorsque je rouvris les yeux, je vis des étoiles de poussière scintillantes qui tourbillonnaient comme un ouragan doré dans la lumière du soleil de midi. Je tournai mon regard vers la porte de la chambre. La demi-portion était assise devant la fenêtre du living, occupée à se faire les ongles. Elle leva les yeux et me regarda. « Bonjour, ma petite chienne torride. Je vais appeler Silas pour qu'il aille nous chercher des œufs au bacon. Tu as faim ?»« Oh oui, j'ai faim. Mais au rythme où il va, il lui faudrait une semaine pour nous rapporter ça. Je vais mettre quelque chose et y aller moi-même. » Elle alla chercher un manteau léger en popeline dans le placard et l'enfila. Puis elle prit un billet de 5 $ sur la commode et me le montra pour vérifier que j'étais d'accord. J'approuvai d'un signe de tête. J'entendis la porte se refermer lorsqu'elle sortit. J'allumai une cigarette. Je me demande si Mélodie m'a signalé aux flics. Il reste un jour ou deux avant que Glastop m'emmène chez Sweet Jones. Je vais laisser les choses se calmer. Je ne sortirai plus du tout, je resterai ici, jusqu'au coup de fil de Top. Le téléphone sonna au moment où la demi-portion revenait. Elle posa sur la commode les assiettes protégées par du papier sulfurisé et alla répondre. Je me levai, pris mon assiette et commençai à manger avec une fourchette en plastique. « Allô ? Oh, Chuck, comment vas-tu, mon mignon ? J'étais justement en train de penser à toi, mon petit chéri. Non, je ne peux pas. J'aimerais bien prendre quelques verres avec toi, mais mon frère ne rentre du travail qu'à 6 heures et maman n'est pas bien du tout. Il faut que je reste ici pour m'occuper d'elle. Je pense que je pourrais me libérer vers 7 heures. Oui, d'accord, je resterai avec toi jusqu'à 8 heures pour un billet de vin. À tout à l'heure, mon petit chéri aux yeux bleus. » Elle raccrocha le téléphone et son manteau, et vint s'asseoir toute nue au bord du lit pour manger. Au fait, j'ai une idée pour ta chatte. Tu devrais prendre une brosse dure et brosser tes poils vers le bas chaque fois que tu y penses. Mets-y un peu de lotion capillaire jusqu'à ce que tu obtiennes un cône d'une dizaine de centimètres. Les michetons vont saliver en voyant ça. Ils auront envie d'y plonger le museau. Avec cette dimension supplémentaire, ça va te faire une chatte exceptionnelle. Où t'as été chercher une idée pareille, marmonna-t-elle. T'as pas encore compris? Je suis un Mac à l'imagination très développée. Voilà tout. Elle termina ses pancakes, se leva et rassembla une brassée de linge sale qu'elle emporta dans la salle de bain. J'entendis l'eau couler dans le lavabo. Elle faisait la lessive. Je tournai le dos à la lumière du soleil. Je sentais ce bon vieux Morphée me tapoter les paupières avec son marteau de velours. Quand je me réveillai, il faisait noir. À travers la fenêtre, je vis briller les lumières de la rue. J'allumai la lampe de chevet. Ma montre indiquait 7h10. La demi-portion était partie. Elle devait commencer sa journée avec Chuck. Nom de Dieu, j'avais vraiment besoin de dormir, pensai-je. Ce cafouillage d'hier m'a complètement vidé. Je me lavai et allais me laver les dents. J'étais en train d'agiter ma brosse lorsque le téléphone sonna. Je décrochai. Il commença à parler avant que j'aie eu le temps d'ouvrir la bouche. « Allô, petit, c'est Glastop. Il y a un changement de programme. Je suis pressé. Trouve-toi devant ton hôtel dans un quart d'heure. T'as tout compris ? » Oui, mais... Il avait déjà raccroché. Je m'habillai encore plus vite que je ne l'avais fait chez la tentouse et me précipitai dans le couloir. Je m'arrêtai devant le placard à balai, jetai la boîte de cam dans un coin de l'étagère, puis je descendis l'escalier 4x4, envoyai la clé en vol plané sur le bureau de la réception et me ruai au dehors. Top avait rangé la Cadillac rouge devant l'hôtel. Il avait la main sur le klaxon lorsqu'il me vit. Je montai dans la voiture. La Cadillac démarra dans un hurlement de pneus. Top était stressé, sans aucun doute. J'entendais le murmure strident des pneus sur la chaussée. Nous passâmes devant l'arc-en-ciel de néon. Je me retournai et aperçus l'enseigne clignotante du fan house. Je me demandais si Mélodie était toujours là, à essayer de piéger quelqu'un avec son entasis. J'attendais pas ton coup de fil avant 2 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un match de boxe important ce soir. Tous les plus grands macs et les plus grandes putes du pays vont se retrouver chez Sweet après le combat. Ce sera une espèce de petite fête. Ils prennent tous de la cam. Même avec Sweet comme intermédiaire, je devrais quand même arriver à me faire 2 000 $. Sweet ne va jamais voir les matchs. Il a horreur de la grande foule et en plus, on ne laisserait pas entrer Miss Peach. Sweet attend sa cam en se rongeant les ongles. Il n'en a plus pour lui, et il veut pouvoir en donner à ses invités. Tu lui as parlé de moi? Tu ne sais donc pas que je suis un génie. Il m'a appelé et je l'ai baratiné ce matin. Je t'ai fait passer pour mon jeune neveu de Kansas City. Tu t'es mis dans la tête de devenir Mac. J'ai essayé de t'en dissuader en te conseillant de rester à Kansas City pour y devenir joueur de billard professionnel, ou même agent d'entretien. Mais tu es un petit con stupide et entêté. Je t'ai déjà dit 1000 fois que tu n'étais pas fait pour être Mac, mais tu ne veux pas en démordre. Tu serais prêt à avaler 10 mètres de la merde de Sweet. Pour toi, c'est Dieu en personne. Et tu ne veux pas croire que ton oncle est copain avec Dieu. Mais comme je m'appelle Glastop,
Je dois sauver la face, même aux yeux d'un morveux dans ton genre. Alors peut-être que si tu vois ce qui se passe au cœur de l'action, là où ça chauffe vraiment, tu auras la trouille. Ça te mettra un peu de plomb dans la cervelle, tu me foutras la paix, et tu te dépêcheras de retourner à Kansas City. Attention petit, ne fais pas de gaffe quand tu seras là-bas. S'il ne se souvient plus de t'avoir vu au Roost, ne lui rafraîchis pas la mémoire. Ne t'inquiète pas, Top, je tiendrai ma langue, et je n'oublierai jamais ce que tu fais pour moi. C'est formidable le baratin que tu as servi à Sweet. Il caressa ses cheveux au reflet de cuir verni et redressa ses larges épaules dans sa veste de mohair bleu. Son joli visage de fille exprimait la terrible suffisance, le redoutable orgueil d'une adorable petite tueuse en série qui aurait toujours réussi à éviter que le sang de ses victimes ne l'éclabousse. La pleine lune l'éclairait comme un projecteur à travers le pare-brise. Je n'ai encore rien vu, petit. J'ai rendu 3 putes folles alliées, en sachant me servir de ma matière grise. Elles sont dans un asile de dingue, là-haut dans le nord, ababillées sur le beau glace-top. Même Sweet n'a réussi à envoyer que 2 filles là-haut, et ça fait presque 2 fois plus de temps que moi qu'il est dans le métier. Excuse-moi, Top, mais je ne comprends pas très bien. Pourquoi rendre une pute cinglée quand elle peut encore rapporter du fric? Il faudrait vraiment être vicelard pour démolir la cervelle d'une fille qui n'est pas folle. Je ne vois pas du tout pourquoi un mec ferait un truc pareil. Ça m'échappe complètement. Mon pauvre garçon, s'il fallait faire la liste de tout ce que tu ne vois pas et de tout ce qui t'échappe, il y aurait de quoi écrire un livre beaucoup plus gros que cette Cadillac. Prenons l'exemple de Sweet. Les 2 filles qu'il a envoyées là-haut étaient jeunes et blanches. Elles n'avaient pas beaucoup de kilomètres au compteur, mais ce type est complètement barjot. Il a une haine maladive pour tous les blancs en général. Il avait 7 ans là-bas en Géorgie quand les blancs ont commencé à lui ravager la cervelle. Sa mère était d'un noir de jet, et très belle. À des kilomètres à la ronde, les petzouilles blancs rêvaient de la baiser. Le père de Sweet travaillait comme métayer dans une plantation qui appartenait à un riche propriétaire. Un jour, la mère de Sweet est allée chercher de l'eau à une source, et le fils du patron s'est arrangé pour se trouver sur son chemin. Il l'a attaqué à coups de poing, lui a déchiré ses vêtements et a tiré son cou. Elle est rentrée à la maison en larmes et toute nue. Le salopard était parti se cacher dans les bois. Quand il est revenu de son travail, le père de Sweet a trouvé sa femme qui hurlait, le corps couvert de traces de coups. Il mesurait plus de 2 mètres et pesait dans les 130 kilos. Sweet se souvient encore de son père qui beuglait en se tapant la tête contre la porte de leur cabane avec une telle violence qu'il a arraché les gonds du mur. Il connaissait les bois comme sa poche et n'a pas eu de mal à retrouver le jeune blanc. Il l'a laissé pour mort en le recouvrant de broussailles. Puis il est rentré en douce dans sa cabane. Sweet se souvient d'avoir vu le sang du jeune blanc sur son père et même sur ses pieds nus. Là-bas, dans les bois, il l'avait piétiné jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une masse sanguinolente. Le vieux pensait qu'il ne risquait rien. Les blancs ne retrouveraient jamais son corps dans ces bois touffus. Il s'est lavé, a réparé la porte de la cabane et a attendu. L'ennui, c'est que le blanc n'était pas mort. Il n'avait réussi qu'à l'estropier et à le paralyser à vie. Ce soir-là, un autre blanc qui chassait l'opossum avec ses chiens a entendu le garçon qui geignait dans les broussailles. Il avait perdu la tête. C'est seulement vers minuit que ses parents ont réussi à comprendre le sens de ce qu'il racontait dans son délire. Sweet a entendu le galop des chevaux qui s'approchaient de la cabane au triple galop. Il a eu le temps de se cacher dans le grenier juste avant qu'une foule de blancs foudrage défonce la porte. Sweet a regardé à travers une fissure du plancher. Il les a vus taper sur son père et lui mettre la tête en sang. Ensuite, les blancs l'ont traîné dehors et Sweet les a vus revenir pour violer sa mère jusqu'au dernier. Finalement, le calme est revenu. Il n'entendait plus que les gémissements de sa mère prostrée sur le lit. Alors il est sorti du grenier et, par la porte ouverte, il a vu son père qui se balançait au clair de lune, pendu à un arbre devant la cabane. Il a fallu envoyer sa mère dans un asile de fous. Sweet a été recueilli par un autre métayer de la même plantation. Il a travaillé dans les champs jusqu'à l'âge de 17 ans. Ensuite, il s'est enfui et il est venu dans le nord, en se cachant dans un train de marchandises. Il avait 18 ans quand il a eu sa première pute. C'était une blanche. Avant d'avoir atteint ses 19 ans, il avait réussi à la pousser au suicide. Sweet doit avoir une 60aine d'années maintenant. Glastop s'interrompit. Il conduisait la Cadillac d'une seule main. Il prit une cigarette dans une poche de sa veste et enfonça l'allume-cigare. Pas étonnant que Sweet soit complètement dingue, pensai-je. Je me demande pourquoi Top m'a raconté sa vie avec autant de détails. L'allume-cigare se déclencha. Top alluma sa cigarette, il tira une longue bouffée et souffla contre le pare-brise en nuage blanc qui obscurcit pendant un instant la lueur de la lune. Moi, contrairement à Sweet, je ne suis pas fou. J'ai les idées claires et je sais ce que je fais. Je ne suis pas un de ces nègres du sud à l'esprit tordu, je suis né dans le nord, j'ai grandi avec des mômes blancs, et je n'ai rien contre les blancs, ni contre personne d'autre.
Je ne suis pas une brute. Je suis un bel amoureux à la peau foncée. J'aime les gens. Au temps où j'étais encore un cave, je me suis même fiancé à une blanche. Mais ses parents et ses amis ont fait pression sur elle, et elle a fini par se dégonfler. Je crois bien que je l'aimais. Juste après notre séparation, j'ai fait un séjour à l'hôpital pour me soigner les nerfs. Depuis, je n'ai plus eu que des putes. C'est ce que je te disais le jour où on s'est rencontrés. Sweet est une Ford. Moi, je suis une Duesenberg. C'est un affreux cinglé qui a eu de la chance. Tu t'es vanté d'avoir envoyé plus de putes chez les dingues que Sweet. Mais ces 3 filles qui radotent dans leur asile doivent te détester, toi et tous les types dans ton genre. Écoutez-moi cet imbécile. Un jeune con, c'est comme une pute idiote. Il ne peut jamais rien comprendre par lui-même, il faut tout lui expliquer. Bien sûr que j'ai rendu ces putes dingues, mais c'était pour un motif très raisonnable. Écoute bien, petit. Un Max dégote une pute. Il lui fait croire que si elle reste avec lui en bossant bien pour lui remplir les poches, elle trouvera un jour au pied de l'arc-en-ciel un bon gros fauteuil dans lequel elle pourra s'asseoir confortablement jusqu'à la fin de ses jours, en compagnie du bon petit mari que son homme sera devenu. Pour la convaincre de sillonner le bitume, il lui remplit la tête de châteaux en Espagne. Alors elle devient le numéro 1 de l'écurie. Elle se défonce le cul pour éclipser les autres putes de la famille. Au début, c'est facile pour la fille d'être la vedette, mais à mesure qu'elle vieillit et qu'elle enlaidit, elle doit faire face à des concurrentes plus jeunes et plus jolies qu'elle. Elle n'a pas besoin d'être très intelligente pour s'apercevoir qu'en fait, il n'y a pas de bon gros fauteuil au pied de l'arc-en-ciel. Elle comprend même qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel du tout. À ce moment-là, elle commence à la trouver mauvaise, et elle se met dans la tête que si elle parvient à virer toutes ces jeunes et jolies putes qui entourent son Mac, l'arc-en-ciel pourrait bien finir par exister après tout. Et si ce n'est pas le cas, elle aura quand même réussi à se venger. Quitter une pute, c'est une violation des règles du Mac. Une fille comme ça devient une véritable bombe à retardement. Chaque jour, sa valeur marchande se rapproche un peu plus de zéro. Elle est vieille, fatiguée, dangereuse. Elle peut pousser son Mac à faire des bourdes qui foutront tout son système en l'air. Si le Mac est un con, il va essayer de se débarrasser d'elle en lui collant son pied au cul. Dans ce cas, on est presque sûr qu'elle va le descendre, ou s'arranger pour l'envoyer en tôle. Mais moi, je suis un génie. Je sais que si une fille s'est fait ramoner par, disons, une dizaine de milliers de michetons, elle ne sait plus très bien où elle en est dans sa tête. Alors, j'évite de lui montrer que je suis en rogne et qu'elle me dégoûte. Je lui parle comme un gentil psychiatre, et au lieu de château en Espagne, c'est de l'héros que je lui mets dans le crâne. Sa cervelle commence à partir en bouillie, alors je m'inquiète terriblement pour elle. Je commence à ajouter de la morphine ou de l'hydrate de chlore à ses shoots. Pendant qu'elle est dans les vapes, je l'asperge de sang de poulet, par exemple. Quand elle se réveille, je lui dis que je l'ai trouvée comme ça dans la rue et que je l'ai ramenée. Je lui dis « J'espère que tu n'as pas buté quelqu'un pendant ta crise de somnambulisme. » Je connais 1000 façons de les rendre dingues. La dernière à qui j'ai fait péter les plombs, je l'ai suspendue à l'extérieur d'une fenêtre au 5e étage d'un immeuble. Je lui avais fait un fixe de cocaïne pure pour qu'elle se réveille accrochée à la fenêtre. Je la tenais par les poignets, et ses jambes pendaient dans le vide. Elle a ouvert les yeux, et quand elle a regardé en bas, elle s'est mise à hurler comme un bébé terrorisé. Elle hurlait toujours quand ils sont venus la chercher. Tu vois, petit, je fais passer les affaires avant tout. Il n'y a pas la moindre once de haine en moi. Il y avait 1 heure au moins que nous étions partis. J'avais perdu la notion de temps et d'espace. Dans les rues que nous empruntions, je ne voyais plus de noir. Les maisons étaient hautes et brillantes. Certaines étaient même si hautes qu'elles semblaient se fondre dans le ciel nocturne. C'est vrai, Top, tu es malin, et tu as du sang-froid. Je suis vraiment content que tu me racontes tout ça. Mais dis donc, on dirait qu'il vit chez les Blancs, Sweet. Oui, petit, il habite au prochain coin, dans un penthouse. Comme je te l'ai dit, il a une veine de pendu. Son immeuble a dû coûter un bon $1 000 000. La fille blanche qui en est propriétaire est la plus vieille de ses putes. Et les locataires blancs, ça ne les rend pas furieux que Sweet habite dans la même maison qu'eux. Je te dis que c'est une vieille pute blanche de Sweet qui possède l'immeuble. Mais c'est Sweet qui fait marcher tout ça par l'intermédiaire d'un de ses vieux copains, un ex-Mac. Sweet lui a installé une piole au rez-de-chaussée. Patch Eye, c'est le nom de son copain, s'occupe de ramasser les loyers et fait bosser le petit personnel. Les locataires sont tous blancs. Ce sont de jeunes professionnels et des magouilleurs. Sweet surveille de près le livre de compte de l'ex-Mac. Chaque jour, les locataires à eux seuls rapportent 2 à 3 000 $. Je n'arrêterai pas de le répéter. Sweet a vraiment une veine incroyable. Il tourna au coin de la rue et arrêta la Cadillac devant un immeuble d'une blancheur de neige. Une marquise de toile verte de 25 mètres de long s'étendait depuis le bord du trottoir jusqu'à la luxueuse porte d'entrée, éclairée par une lampe à arc. Un blanc au visage émacié, vêtu d'un costume vert à galons, se tenait au bord du trottoir dans une attitude de servilité attentive. Nous descendîmes de la voiture. Top contourna la Cadillac et s'approcha du portier. « Bonsoir, messieurs.
Salut Jack. Rends-moi un service, d'accord? Arrange-toi pour garer ma bagnole près d'une sortie. Je n'ai pas envie de faire des manœuvres quand je sortirai. Tiens, voilà 5 $ pour toi. Merci, monsieur. Je transmettrai vos instructions à Smithy. Nous entrâmes dans le hall au mur vert et au sol de marbre noir. Je tremblais comme une vierge de province sur le canapé d'un producteur de film. Nous montâmes une demi-douzaine de marches en marbre jusqu'à une porte de verre presque invisible. Une bostonienne couleur café l'ouvrit en la faisant glisser latéralement, et nous pénétrâmes dans un couloir vert et gris perle. Une métisse aussi tapageuse qu'une danseuse du Cotton Club était assise derrière un grand bureau de bois clair. Nous nous en approchâmes, et avançant sur une moquette gris perlé qui me donnait l'impression de marcher sur des sables mouvants. La fille nous accueillit avec un sourire qui nous laissa voir la quasi-totalité de ses 32 dents étincelantes. Bonsoir, dit-elle d'une voix soyeuse de contralto. Que puis-je faire pour vous? Stewart et Lancaster pour Mr. Jones, dit Top. Elle se tourna vers une noire plus âgée, assise devant un standard à côté d'elle. Penthouse, lui dit-elle. Mr. Stewart et Mr. Lancaster. La vieille prit les écouteurs accrochés autour de son cou ridé et les mit sur ses oreilles. Elle enfonça une fiche et se mit à remuer les lèvres. Un instant plus tard, elle adressa un signe de tête à la danseuse du Cotton Club. Nous eûmes droit à une nouvelle exhibition d'ivoire éblouissant. Merci d'avoir attendu, dit la danseuse. Mr. Jones va vous recevoir. Je suivis Top jusqu'aux ascenseurs. Une jolie noire moulée dans un uniforme vert nous emmena au 15e étage. La porte en cuivre s'ouvrit, et nous nous retrouvâmes dans un hall d'entrée plus grand que le living room de Top. Un Philippin efflanqué, vêtu d'un costume lamé or, s'avança vers nous. Il sourit et inclina la tête. Ses cheveux longs et raides voltaient autour de sa tête comme les ailes d'un corbeau blessé. Le lustre de cristal qui pendait du plafond faisait briller son costume d'or. Il prit mon chapeau et l'accrocha à la branche d'un faux arbre de nacre. Bonsoir, dit le Philippin, si vous voulez bien me suivre. Il nous conduisit au bord d'un living-room dont le sol était en contrebas. On aurait dit l'antre d'amour d'un pacha. Une lumière verte, plongée dans le bassin gargouillant d'une immense fontaine, éclairait le visage vulgaire d'une femme de pierre, accroupie au-dessus de l'eau. Elle était nue, et de la taille d'un petit éléphant. Elle regardait droit devant elle, les yeux étincelants d'une lumière rouge qui brillait à l'intérieur de sa tête. Ses mains géantes pressaient le bout de ses longs seins contre les coins de sa bouche, largement ouverte. Elle pissait sereinement et interminablement dans le bassin de la fontaine. Nous descendîmes sur le tapis oriental couleur champagne. Vêtu d'un smoking de satin blanc, Sweet était assis à l'autre bout de la pièce sur un canapé de velours également blanc. On aurait dit une grosse mouche noire dans un seau de lait. Miss Peach était pelotonnée à côté de lui, sa tête tachetée, appuyée sur un coussin de soie turquoise. Sweet la caressait, elle ronronnait et tourna vers nous ses yeux jaunes. Je sentis une bouffée de son odeur animale. « Posez vos fesses, dit Sweet. Tu m'as fait attendre, mon mignon, qu'est-ce qui s'est passé? Ta Cadillac de pacotille est tombée en panne ou quoi? Alors, c'est lui le neveu de la campagne? » Top s'assit sur le canapé à côté de Miss Peach et je m'installai dans un fauteuil de velours bleu, à quelques mètres de Top. Les yeux gris de Sweet m'examinaient des pieds à la tête. Je me sentais nerveux. Je m'efforçai de lui sourire, puis détournai le regard et le posai sur un grand tableau accroché au-dessus du canapé. Il représentait une femme blanche nue et à quatre pattes. Un chien danois, la langue rouge et pendante, était à califourchon sur le dos de la fille, les pattes accrochées à ses seins. Elle avait la tête tournée en arrière et le regardait, ses yeux bleus exorbités. « C'est pas un avion, cette Cadillac, dit Top. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Tu sais bien que je ne joue jamais à ce jeu-là avec toi, mon petit chéri. » Merci, Mr. Jones, dis-je, de m'avoir autorisé à accompagner mon oncle. Ma voix lui remit en mémoire l'épisode du Roost. Il se raidit et me lança un regard mauvais. Puis il claqua ses énormes battoirs l'un contre l'autre. On aurait dit qu'un coup de feu venait d'éclater. Miss Peach grogna en montrant les dents. « C'est pas toi le petit merdeux que j'ai viré du Roost l'autre jour ?» dit Sweet. « Oui, c'est bien moi, répondis-je. Je voulais vous demander pardon de vous avoir mis en colère ce soir-là. Vous auriez peut-être fermé les yeux si je vous avais dit que je suis le neveu de votre ami, mais je ne suis pas très malin, Mr. Jones. Je tiens ça de mon idiot de père. »« Top, mon vieux, dit Sweet, le cas de ce petit morveux n'est peut-être pas désespéré. Avec son sourire idiot, il a l'air aussi bête qu'une pétasse, mais il ne se débrouille pas trop mal pour garer ses fesses. On peut dire qu'il n'a pas la queue facile, il a refusé le gros cul de ma belle Mimi. Mon petit gars, j'aime bien les jeunes noirs qui ont envie de devenir Mac. C'est le meilleur moyen d'arriver à quelque chose dans la vie. Ton oncle est un bon Mac. Mais moi, je suis le plus grand Mac du monde. Il m'a dit qu'il espérait que tu laisserais tomber et que tu retournerais très vite dans ta cambrousse. Il paraît que tu as une pute. Tu as peut-être le don, après tout. Dans 2 heures, cette piole va grouiller des putes les plus affranchies de la ville. Je vais t'observer de près pour voir un peu comment tu te comportes.
Peut-être que je te prendrai sous mon aile si tu en vaux la peine. Première règle, il faut que tu sois glacial. Tu comprends, petit? Glacial. Et, pour commencer, laisse tomber ce sourire. Fais la gueule, comme si ta tête était gelée, et reste comme ça. Je vais peut-être prouver à ton demi-sel d'oncle que je serais capable de faire gagner une mule au derby du Kentucky. Dis donc, chérie, intervint Top, tu n'étais pas obligé de lui raconter que j'essayais de le faire repartir chez lui. Je l'aime beaucoup, ce môme. Je crois simplement qu'il n'a pas ce qu'il faut pour devenir Mac. Il a un bon baratin, je le reconnais. Il pourrait se lancer dans le Murphy ou les arnaques mystiques pour pomper du fric au bigot. Mais il n'a pas suffisamment de sang-froid pour faire tapiner des filles dans une ville comme celle-ci. La piole de Top, c'est une porcherie comparée à cette crèche, pensais-je. On dirait que je suis enfin entré dans le sein des saints. Viens, mon chou, on va aller dans la chambre préparer la cam pour nos petits rigolos, dit Sweet. Je vais faire venir Pachai pour qu'il se charge de dealer les doses. Moi, je suis pas trafiquant de dope, je suis Mac. Petit, tu peux te détendre un peu pendant ce temps. Demande aux Philippins de t'apporter un verre, ou si tu préfères, va te servir toi-même au bar, là-bas. Ils sortirent par une porte dissimulée derrière un paravent de soie dorée, peint à la main. Miss Peach les suivit. J'avais une cloche de cuivre sur une table à côté du canapé, mais je décidai de me servir à boire moi-même et traversai la pièce en direction d'un bar bleu turquoise. Je pris un grand verre en cristal sur une étagère en miroir et me fis un mélange de crème de menthe et d'eau gazeuse. J'emportai ma boisson fraîche et verte et m'approchai d'une porte-fenêtre en verre qui faisait toute la hauteur de la pièce. Je l'ouvris en la faisant coulisser sur le côté et pénétrai sur une grande terrasse en forme de patio. Je levai les yeux. Les vents d'avril agitaient des lanternes japonaises rouges, orangées et vert pâle, suspendues à des fils de jade scintillants au-dessus du sol blanchi à la chaux. La lune avait une couleur de glace à la vanille et semblait si proche qu'on avait envie de la lécher. Je m'avançai jusqu'au parapet gris-perle et regardai la mer étincelante des néons d'émeraude et de rubis qui tiraient des feux d'artifice au teint pastel dans un ciel d'un bleu cobalt serti de saphir en forme d'étoile. Sweet a vraiment de la foudre au bout des doigts, pensai-je. Il est né dans les champs de coton des Blancs, et il a réussi à s'élever jusqu'ici en faisant tapiner des putes. Il vit tout près du ciel, comme un dieu noir chez les hommes blancs. Ce n'est pas un médecin nègre, pas un nègre prêcheur, et pourtant, il est quand même arrivé là. Il a obtenu son passeport fric en devenant Mac. Les barbelés de l'enclos sont à des kilomètres d'ici. Moi, j'ai une meilleure éducation que lui, je suis plus beau, plus jeune, et je sais que je peux y arriver aussi. Elle me rappelait Henri et son sentiment religieux si profond, quand on voyait ce qui lui était arrivé. Je me souvenais qu'il s'agenouillait chaque soir à côté de son lit pour prier. Je croyais vraiment en Dieu à cette époque. Je savais qu'il existait. À présent, je n'en étais plus très sûr. Mon premier séjour en prison avait dû sérieusement ébranler ma foi en lui. Souvent dans ma cellule, je m'étais demandé comment, s'il existait vraiment, il avait pu laisser le muet détruire Oscar, lui qui le vénérait tant. À l'époque, je m'étais dit que ses projets à long terme étaient peut-être trop compliqués pour qu'on puisse y comprendre quelque chose. Peut-être même avait-il de divines raisons de laisser les Blancs massacrer les Noirs dans le Sud. Peut-être qu'un matin, à l'aube, tous les Noirs allaient chanter Alléluia. Peut-être que le conseil d'administration de Dieu allait faire sauter la bureaucratie. Dieu retrousserait alors ses manches et il écraserait les enclos invisibles. Il tuerait tous les rats des ghettos noirs. Il remplirait tous les ventres noirs et parviendrait à convaincre les Blancs que les nègres sont aussi ses enfants. Mais moi, je n'avais pas la patience d'attendre. Qu'il soit présent là ou pas, il fallait que je me débrouille avec ce que j'avais. Je levai les yeux vers le ciel. C'était la première fois que je priais depuis l'arrivée de Steve le vagabond. Je sais bien à présent que c'était beaucoup plus un alibi inspiré par la crainte qu'autre chose. Seigneur, dis-je, si vraiment tu es là-haut, tu sais que je suis noir et tu connais mes pensées. Seigneur, si vraiment la Bible est ton livre divin, alors je sais que c'est un péché de mettre des filles sur le trottoir. Si tu es là-haut et que tu m'écoutes, tu sais que je n'essaye pas de te raconter des histoires. Je ne te demande pas de bénir mes activités de Mac. Je ne suis pas stupide à ce point-là. Seigneur, je sais que tu n'es pas noir. Et toi, si tu es là-haut, tu dois sûrement savoir ce que c'est d'être noir ici-bas. Les Blancs ont la vie belle et se remplissent la panse. Eh bien, moi aussi, je veux avoir la belle vie et le ventre plein. Je ne veux pas devenir un braqueur ni un dealer de drogue. Et je refuse catégoriquement d'être portier ou laveur de casseroles. Je veux être Mac, c'est tout. Ce n'est pas si grave. De toute façon, les putes sont irrécupérables. En plus, je n'ai pas l'intention de les tuer ni de les rendre dingues. Je veux simplement me servir d'elles pour vivre aussi bien que les Blancs. Alors, Seigneur, si tu m'écoutes, fais une chose pour moi. Arrange-toi pour que je ne meure pas avant d'avoir eu le temps de devenir quelqu'un dans le monde des Blancs et de profiter un peu de la belle vie. Ce qui se passera après, je m'en fous.
Je regardais en bas, par-dessus le parapet. Je me demandais s'il existait un embaumeur suffisamment habile pour rendre présentable le cadavre d'un idiot qui se jetterait du 15e étage dans un plongeon à la Brody. Derrière moi, j'entendais la mélodie des Tuxedo Junction. J'avais la gorge sèche. Je vidais mon verre. Je me retournai et revins vers la porte-fenêtre. Les lanternes japonaises inondaient de couleurs les tables d'albâtre polies. Le Philippin n'avait pas ménagé sa peine pour faire briller tout ça. Je fis coulisser la porte et découvris un étrange cœur profane. Une odeur de pute fit frémir mes narines. Il devait y avoir une trentaine de macs et de tapineuses qui jacassaient dans l'immense salon. J'y entrai à mon tour en refermant la porte-fenêtre derrière moi. Un mac à la peau satinée, couleur d'ébène, était vautré dans le fauteuil de velours bleu. Une tigresse au teint fauve s'était agenouillée devant lui, la tête entre ses jambes, le menton enfoncé dans son bas-ventre. Elle lui entourait la taille de ses bras, comme un micheton à $2 dans une allée douteuse. Elle leva sous son grand front ses yeux marrons au regard rêveur et fixa les grosses lèvres bleues du type comme si elle s'attendait à ce qu'il sifflote « The Lost Chord ». Le diamant qu'il avait au doigt explosait comme un feu d'artifice d'un bleu pâle et glacé. Il leva alors son verre pour maudire les honnêtes femmes et flatter les putes en leur portant un toast. Le silence se fit dans la pièce. Quelqu'un avait arrêté le phonographe doré installé dans un coin. Il déclama. Plutôt sucer 1000 queues scrofuleuses, plutôt nager dans une merde infecte que de toucher la fente d'une femme honnête. Car une boue verdâtre salit leurs pieds puants, et la morve ruisselle de leur nez dégoûtant, que toutes les honnêtes femmes, femmes honnêtes et rangées, par l'immonde vérole se voient annihilées, qu'elles tombent à travers leurs propres trous du cul, qu'elles s'y brisent les os, qu'elles aient le cou rompu. C'est la première fois que j'entendais ça, les autres aussi. Dans un rugissement unanime, l'assemblée lui demanda de recommencer. Mais son regard se dirigea vers le paravent chinois. Tous les yeux se tournèrent alors vers Top et Sweet, qui entraient dans la pièce. Un vieux noir, l'œil droit caché par un carré de soie blanche, se traînait derrière eux. Miss Peach les suivait. L'homme avait l'air d'un vautour vêtu d'un costume de mohair gris. L'Oslo s'arrêta devant le canapé de velours blanc et montra les dents. Les 3 macs qui s'y vautraient bondirent comme des lièvres au son d'un coup de fusil et retombèrent le cul sur la moquette. Sweet, Top et Miss Peach s'assirent à leur place sur le canapé. Je m'installai sur un coussin de satin près de la porte-fenêtre et assistai au spectacle. Je vis Pachai s'asseoir derrière le bar. Tout le monde s'était disposé en cercle autour du canapé. On aurait dit que c'était devenu une scène de théâtre dont Sweet était la vedette. « Alors, le combat vous a plu, mes petits salauds ?» demanda-t-il. « Est-ce que le nègre a démoli le pecno blanc ou bien a-t-il chié dans son froc ?» Une pute blanche du sud avec un visage large et une voix torride à la Tallulah Bankhead dit de son accent traînant. « Mr. Jones, je suis très heureux de vous informer que le nègre a renvoyé le blanc dans le cul de sa mère dès le premier round. » Tout le monde éclata de rire, sauf Sweet. Ils frappaient ses battoirs l'un contre l'autre, et je me demandais quelle folie mijotait dans son crâne tandis qu'il fixait la fille des yeux. Une métisse au beau cul ramena le phonographe à la vie. Gloomy Sunday, la chanson préférée des suicidaires, répandit ses accents funèbres. La fille me regarda en s'éloignant du phonographe. « Allez, bande de cochons vicelards, dit Sweet. Pachai a de sacrés poisons pour vous, avec tout le matériel nécessaire. Vous avez carte blanche pour vous expédier dans la tombe. » Les invités se levèrent de leurs coussins de satin et de leurs fauteuils de velours et se rassemblèrent autour de Pachai, assis derrière le bar. La métisse au beau cul s'approcha et s'accroupit devant moi. Je voyais des traces noires à l'intérieur de ses cuisses. Sa chatte grande ouverte était rouge comme un beefsteak. Sa joue droite portait la cicatrice d'un coup de couteau comme une tranchée livide qui s'étirait entre sa pommette et le coin de sa bouche tordue. Et son visage était grêlé par la variole. Je vis briller entre ses seins le manche de nacre d'un couteau à cran d'arrêt. Ses yeux gris roulaient dans leurs orbites, elle était complètement défoncée. Je lui souris, mais j'étais sur mes gardes. Sweet nous observait en hochant la tête d'un air dégoûté. Je me demandais si, à son avis, j'aurais dû lui balancer une baffe au risque de prendre le couteau dans le ventre. « Montre-moi ta belle queue, mon joli. » Je ne montre pas ma queue aux filles que je ne connais pas. J'ai une pute pour s'en occuper. Tu n'as jamais entendu parler de moi, négro? Je suis Cora la Rouge, de Détroit. La rouge à cause du sang. Tu ne sais pas que ma spécialité c'est de voler les michetons et que j'ai déjà buté 2 mecs? Alors montre-moi ta queue. Et appelle-moi Cora, petit nègre à la con. Qu'est-ce que tu fous avec une seule pute? Si elle ne fait rien d'autre que s'allonger sur le dos, tu vas mourir de faim. Si tu étais à la cool, tu prendrais une bonne voleuse. Une grande fille baraquée,
une aiguille dans une main, un paquet de cames dans l'autre, vint à mon secours. Elle appuya ses genoux contre le dos de Cora. Je vais me faire un fixe. T'en veux un? Tu reviendras draguer ce petit maigrichon plus tard. Je vis le derrière de Cora s'éloigner en se trémoussant. Elle accompagna la fille baraquée jusqu'au bar pour y prendre une cuillère et un verre d'eau. Je tournai les yeux vers Sweet. Il me regardait avec froideur. Ici, c'est un peu trop chaud pour moi, me dis-je. Je ne sais pas me protéger. Avec des filles jeunes et fragiles comme la demi-portion, je suis champion. Mais ces vieilles putes endurcies, je ne sais pas encore les manier. Il faut que je fasse attention de ne pas décevoir Sweet. Si je me conduis encore comme un pigeon, je ne l'intéresserai plus et il va me virer. Les yeux exorbités, je restais assis dans mon coin pendant 2 heures, à tout observer, les oreilles grandes ouvertes. J'écoutais dialoguer des super affranchis sans en perdre une miette. J'étais passionné par la vivacité, la virtuosité avec lesquelles ces magiciens du royaume des Macs savaient jouer leur rôle. Cora Larouge me rendait un peu nerveux. Je l'avais vue sortir plusieurs fois dans le patio, complètement défoncée à l'héros. Chaque fois, elle m'avait balancé une vanne au passage. Elle tenait absolument à voir ma queue. Plusieurs putes de suite firent leur entrée. Elles étaient magnifiques et n'avaient pas beaucoup de kilomètres au compteur. L'une d'elles, une métisse splendide, ne devait pas avoir plus de 17 ans. Mais aucune de celles que j'avais vues au Loose n'était là. Il y avait aussi un géant noir, un Mac de New York, qui était venu avec 3 de ses putes. Il s'était vanté d'avoir un parfait contrôle de sa bite. C'était l'un des 3 seuls invités qui ne s'était pas fait de fixe au cours de la soirée. Je l'avais simplement vu sniffer un peu de coke et boire quelques cocktails. Un verre à la main, il se tenait debout devant Sweet et Top, toujours assis sur le canapé. Sweet, je te garantis qu'il n'existe pas une seule fille au monde capable de me faire jouir contre ma volonté. Elle peut bien avoir des ventouses en velours dans la chatte, ça n'y change rien. Et même si sa bouche est diplômée de l'université, elle n'arrivera quand même pas à me faire décharger si je n'y suis pas décidé. J'ai la bite la plus résistante du monde. Je suis prêt à parier 100 $ pour prouver que c'est vrai. Mon pigeon, répondit Sweet, je vais te présenter une jeune pétasse que j'ai prise avec moi il y a 6 mois, et qui ne mettra pas plus de 5 minutes à te faire gicler. Mais la leçon que tu vas prendre vaut beaucoup plus de 100 $. Si tu as un peu plus de fric sur toi, mets 500 sacs dans la main de Top, et je tiens le pari. Le grand type tira une liasse de sa poche et en détacha 5 billets de 100, qu'il colla dans la paume de Top. Sweet prit à son tour un paquet de fric dans une poche de son smoking et y ajouta 500 $. Sweet claqua alors des doigts et la splendide métisse vint s'agenouiller devant le géant. Elle commença son numéro sous les encouragements du public, et en moins de 3 minutes, elle avait fait gagner son pari à Sweet. Le grand type resta immobile un long moment, les yeux clos, en souriant niaisement. L'une de ses putes ricana. Il la frappa violemment à la mâchoire et s'en alla en direction du bar. Elle est vraiment douée, cette pétasse, pensai-je. Pepper était une virtuose, mais elle n'avait pas un entonnoir aussi impressionnant. Je me levai et sortis par la porte que cachait le paravent chinois. Je suivis un long couloir, passai devant 3 chambres au décor extravagant, et entrai dans des chiottes aussi vastes qu'une chambre à coucher. Je poussai la porte derrière moi. J'aurais dû la verrouiller. Je m'approchai de la cuvette et soulevai l'abattant. Au même moment, Cora Larouge fit irruption dans la pièce. Elle passa sur ses lèvres sa langue écarlate, comme si elle se léchait les babines, et ses yeux flamboyèrent comme ceux d'un sorcier vaudou. Elle brûlait de dévorer ma jeunesse et ma relative innocence. J'étais face à quelqu'un qui avait la tête remplie d'héroïne, une bouche vorace, et 2 crimes sur la conscience. Je restai immobile devant la pute meurtrière, feuilletant à toute vitesse le mince catalogue que j'avais dans la tête. Mais je n'y trouvais pas ce qu'il fallait dire dans une situation comme celle-ci. Je ne parvins qu'à marmonner quelques mots d'une voix plaintive. Tu ne m'as pas donné le moindre sou, dis-je, je ne suis pas ton homme. C'était comme si j'avais essayé de repousser un léopard affamé avec un balai. Elle tira le cran d'arrêt d'entre ses seins et en fit jaillir la lame. De son autre main, elle ouvrit ma braguette de force en arrachant les boutons que j'entendais rebondir sur le carrelage. J'avais le cœur qui dansait le foxtrot. Tu m'as raconté des conneries, mon joli petit salaud. Tu n'as rien d'un Mac, et tu vas me laisser te bouffer le cul ou je te coupe la queue. Je reculai contre le mur à côté de la cuvette. Je sentais l'extrémité moite de mes doigts palpiter contre les carreaux de faïence glacée. Elle avait la main dans ma braguette lorsque Sweet entra en tombe. Il saisit une poignée de ses longs cheveux, elle poussa un gémissement de douleur. Sweet la traîna vers la porte et la traita de tous les noms en bottant son gros cul avec ses chaussures au bout pointus comme des aiguilles. Pauvre connasse! Ce môme est dans mon école. Je ne te laisserai pas le baiser. Tire-toi, salope, tire-toi! Je l'entendis prendre la fuite en martelant le carrelage de ses hauts talons. Sweet se tourna alors vers moi. Son visage noir était devenu gris de fureur. Je me demandais s'il n'allait pas soudain oublier que je n'étais pas un métis à la peau jaune.
Je me souvenais de ce que Top m'avait dit à propos des 4 meurtres qu'il avait commis. Il colla son nez plat contre le mien. Je sentis des gouttelettes de salive cribler ma peau tandis qu'il m'insultait. Il tordit le col de ma veste autour de mon cou comme un garrot. Il m'avait brutalement décollé du mur qui était maintenant à 2 mètres derrière moi. Et maintenant, écoute-moi bien, espèce de petit connard. Tu sais pourquoi cette pute est venue t'emmerder? C'est parce que tu passes ton temps à sourire comme un chat du Cheshire. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Y a donc pas moyen de te débarrasser du gogo qui est en toi? Comment veux-tu que je fasse un mac d'une gonzesse dans ton genre? Je te l'ai déjà dit une fois. Combien de temps faudra-t-il que je le répète? Espèce de petit morveux de nègre, pour être un bon mac, il faut être glacial, aussi froid que la chatte d'une pute morte. Maintenant, si tu es une pétasse, une tentouse ou je ne sais quoi, dis-le-moi. Je t'habillerai en travelot et je te ferai tapiner pour moi. Tant que tu n'auras pas effacé de ta figure ce sourire de cave, je ne veux plus te voir. J'entendis ses semelles grincer sur le sol tandis qu'il me repoussait d'un geste brusque. L'arrière de mon crâne heurta violemment le mur. Soudain, plongé dans un brouillard douloureux, je le vis s'en aller comme sur un nuage. Mon dos glissa contre le mur et j'éclatai de rire en voyant apparaître des chaussures au bout d'une paire de longues jambes qui s'étiraient lentement sur le carrelage. Je restai assis là sur le sol froid, à contempler ces jambes comiques étendues devant moi. D'autres jambes vêtues de mohair bleu surgirent alors en formant un angle droit avec celle qui était allongée par terre. Je levai les yeux. C'était Top, et il se pencha sur moi pour m'aider à me relever. Alors, petit, tu me crois maintenant quand je te dis que cet affreux salaud est dingue? Prends cette clé, c'est celle de ma Cadillac. Va la chercher dans le parking, range-toi dans la rue et repose-toi un peu. Je viendrai te rejoindre dès que j'aurai pris le fric qui me revient sur la vente de la cam. Je fixai les yeux sur le tapis couleur champagne en zigzagant parmi les putes et les macs qui ricanaient sur mon passage. Je parvins ainsi à traverser le salon jusqu'à l'ascenseur. Le Philippin se tenait devant la porte, le doigt sur le bouton d'appel. On aurait dit un aimable serpent à la peau sombre, enveloppé comme une saucisse dans du papier doré. Il tendit le bras et rabaissa le col de ma veste qui m'était remonté sur les oreilles. Puis il alla chercher mon chapeau accroché à l'arbre de nacre, le planta sur ma tête et en releva le bord d'une pichenette. Je sentis se raviver la douleur de la bosse que j'avais derrière la tête. J'ajustai mon chapeau. « Bonne nuit, monsieur, dit le Philippin. Samy espère que vous avez passé une bonne soirée. Mon vieux Samy, elle a été chaude cette soirée, je ne suis pas près de l'oublier. » Lorsque l'ascenseur plongea vers le rez-de-chaussée, je sentis une odeur de bas-ventre. Je me demandais si la jolie noire qui faisait marcher l'appareil mistonnait un peu de temps en temps pour se faire un peu de fric en plus. Je sortis de la cage dorée et vis au fond du hall une flèche rouge qui clignotait pour indiquer la sortie. J'avançai vers la porte de verre, descendis quelques marches de marbre et me dirigeai vers le parking. Je repérai la Cadillac de Top au milieu d'un océan de voitures, ouvris la porte avec la clé et m'installai au volant. Une grosse Buick blanche était rangée devant et me bloquait. Un noir souriant vêtu d'une salopette verte s'approcha alors de la Buick. Je vis le nom de Smithy brodé en bleu sur sa poitrine. Il dégagea la Buick. Je mis le contact et sortis la Cadillac du parking. Après avoir tourné au coin de la rue, je me garai le long du trottoir, à une quinzaine de mètres de l'entrée de l'immeuble. Je coupai le moteur, baissai la vitre et posai mon chapeau sur la banquette à côté de moi. La tête appuyée contre le dossier, je fermai les paupières et me laissai aller à somnoler. Brusquement, quelque chose m'écrasa la mâchoire. Un rayon de lumière aveuglante me brûla les yeux, et j'entendis une voix retentir comme une corne de brume. « Police! Qu'est-ce que tu fous là, le nègre? Comment tu t'appelles? Montre-moi tes papiers. » La mâchoire serrée comme dans un étau, je fus incapable de répondre. J'étais complètement ébloui. Je baissai les yeux sous le rayon de lumière infernale. J'aperçus un poignet de brute, un poignet blanc, hérissé de poils noirs. Je vis le mouvement des muscles gonfler la peau tandis que l'étau se resserrait autour de ma mâchoire. Je me demandais si ce flic n'était pas Satan en personne. Peut-être que j'étais mort dans la Cadillac, et que je faisais à présent mon entrée en enfer. Enfer ou pas, Satan voulait voir mes papiers. Je me souvins alors de renard et tête de cheval, je n'avais plus de portefeuille. Satan ouvrit la portière d'un coup sec, il m'arracha de la Cadillac en me cognant le sommet du crâne contre le montant du toit. Puis il lâcha ma mâchoire et me plaqua violemment en travers du capot. Mes paumes moites glissèrent à sa surface. Le démon qui accompagnait Satan me fouilla rapidement de la poitrine aux semelles. Il enfonça un index à l'intérieur de mes chaussures et je sentis un chatouillement sur la plante des pieds. « Je m'appelle Albert Thomas, dis-je. Je ne faisais rien de mal, officier. J'attendais mon oncle, c'est tout. J'ai perdu mon porte. » Je n'eus pas le temps de terminer. Une galaxie d'étoiles filantes explosa dans ma tête. J'avais l'impression qu'on m'avait enfoncé un tisonnier chauffé au rouge dans la bosse que j'avais derrière le crâne. J'entendis une pluie de verre brisé teinter contre le capot de la voiture. Je me mis à vomir le nez contre la tôle.
Toujours plaqué en travers de la voiture, le souffle court, je sentis contre ma joue la tiédeur du dégueulis nauséabond. Les débris de verre brillaient devant mes yeux. Satan m'avait donné un coup de lampe torche sur la tête. Je vis l'ombre du démon qui l'accompagnait s'agiter à l'intérieur de la Cadillac, qui la fouillait également. T'es dans l'album de famille demanda Satan. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Non, je ne suis pas fiché, je n'ai jamais eu d'ennui, murmurai-je. Je travaille dans le spectacle, je suis danseur. T'essayes de me blouser, petit salaud. Comment tu peux savoir ce qu'est un album de famille? Je suis sûr que tu as ta photo au sommier, sale nègre. Relève-toi, je t'embarque, on va te faire danser la gile là-bas. Je parvins péniblement à me redresser et me tournai pour lui faire face. Je fixai des yeux son visage bouffi et rougeau. Top apparut alors à l'arrière de la Cadillac et vint se placer entre nous. Qu'est-ce qui se passe, officier? C'est mon neveu et cette Cadillac m'appartient. Le môme m'attendait, il n'a rien fait de mal. Nous sommes allés à une soirée chez Sweet. Vous savez qui c'est? Nous sommes très amis avec lui. Vu? Le visage bouffi de Satan s'élargit en un sourire de hyène. Il tapota le pare-brise de la Cadillac, et je vis la face blanchâtre du démon adjoint émerger de la banquette arrière. Satan lui fit signe de sortir de la Cadillac. Il parvint à s'en extraire et rejoignit son chef. Il semblerait qu'on ait commis une petite erreur, Johnny, dit Satan. Ces messieurs sont des amis de Mr. Jones. Monsieur, il aurait suffi que votre neveu prononce un nom pour que nous n'insistions pas. Vous comprenez? Il faut bien que nous fassions notre travail, il y a un cambrioleur qui opère dans le secteur. Le lieutenant nous tanne pour qu'on l'épingle. Je suis vraiment navré de ce qui s'est passé, messieurs. Les flics traversèrent la rue, montèrent dans une Chevrolet noire et partirent sur les chapeaux de roue. Je pris un mouchoir dans ma poche, m'essuyai le visage, puis nettoyai les morceaux de verre et les vomissures sur le capot de la Cadillac. Je jetai ensuite le mouchoir dans le caniveau. Je montai dans la voiture. Top fit demi-tour et prit la direction du quartier noir. Je tâtai la bosse sur mon crâne. Il n'y avait qu'une minuscule coupure qui laissait suinter un peu de sang poisseux. Je m'essuyai les doigts au revers de mon veston. Si ça devient de plus en plus dur dans cette ville, je vais finir par me retrouver KO, pensais-je. J'aurais peut-être mieux fait de suivre le conseil de Preston et de retourner à la campagne. Ben, dis donc, Sweet Jones a vraiment le bras long, remarquai-je. Il a suffi que tu prononces son nom pour que tout s'arrange comme par magie. Magie mon cul, répliqua Top. La seule magie qui existe, c'est le billet de $100 que Sweet leur balance chaque semaine. Tous les flics du secteur, depuis le capitaine jusqu'au planton, se graissent la patte dans le tonneau de Saint-Doux qui déborde des poches de Sweet. Sainte Vierge, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu pues, t'as du chier dans ton froc. Il y a des moments où t'es pas ragoûtant, petit. Dommage que t'aies pas su t'y prendre avec Cora. C'est une des meilleures voleuses du pays. Tu vois, Top, même si le vagin de cette dingue Véro les conduisait tout droit à Fort Knox, je n'accepterais même pas de lui péter dans la bouche. J'ai horreur de ces vieilles putes d'Hécatie. Ça, c'est une réflexion de cave. Quand tu sauras ce que c'est qu'un Mac, tu seras prêt à prendre le fric d'un bulldog à 2 têtes et 3 jambes avec des dents en or. Au fait, petit, souviens-toi de toujours garder pour toi ce que je t'ai dit sur Sweet. Je suis le seul à qui il ait jamais raconté ça. Il m'arracherait la tête pour jouer au football avec, s'il savait que je te l'ai répété. T'es un peu gonflé de me dire ça. Tu me prends pour un mouchard prêt à balancer un copain? Je fus content de revoir l'enseigne du Blue Heaven. Top s'arrêta en face de l'autre côté de la rue. Je sortis de la Cadillac et traversai. J'étais au milieu de la chaussée lorsque Top klaxonna. Je me retournai. Il brandissait mon chapeau et un petit morceau de papier. Je revins sur mes pas. Je t'ai écrit mon numéro de téléphone au cas où tu voudrais m'appeler. Repose-toi un peu maintenant. Je traversai le hall d'entrée. Le tableau lumineux m'indiqua que l'ascenseur était au 4e. J'ai décidé de monter à pied et pris mon matériel au passage dans le placard à balai. Je frappai à la porte. La demi-portion m'ouvrit aussitôt. Je passai devant elle, entrai dans la chambre et allai fourrer la came au fond de la poche d'un par-dessus, accroché dans le placard. Je me débarrassai alors de mes vêtements puants. Elle me regardait, planté sur le seuil de la porte. Je jetai mes fringues en tas dans un coin. Chérie, quand tu es passé devant moi, on aurait dit que tu sortais d'une benne à ordures. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me dirigeai vers la salle de bain. J'étais debout devant la cuvette des chiottes. Elle m'avait suivi et m'observait de la porte. Je la regardais par-dessus mon épaule. Des flics blancs m'ont alpagué cette nuit. Ils ont su que je faisais tapiner une fille. Ils m'ont emmené au poste et m'ont tabassé à m'en faire dégueuler. Ils voulaient que je te balance. Ils voulaient savoir où tu travailles. Mais j'ai le cœur pur bébé, je ne leur ai rien dit. Maintenant je suis vanné, alors va te mettre au pieu, d'accord? Je tirai la chasse d'eau et fis couler la douche. La demi-portion n'avait pas bougé. Je fronçai les sourcils en lui lançant un regard féroce. Elle fit volte-face et alla se coucher. J'enlevai ma montre. Il était 4 heures du matin. Je pris une douche, m'essuyai et plongeai dans le lit sans vérifier combien il y avait de fric sur la commode. Je m'endormis en me demandant comment j'allais bien pouvoir m'y prendre pour réussir à faire les choses en grand.